Extrait du livre Reiki Tao Toki, les secrets du Reiki d'Idriss Lahore. Il semble qu'il y ait un moment pour chaque chose. J'approche de la soixantaine et j'ai décidé de transmettre tout ce que jusqu'à présent je ne jugeais ni prioritaire, ni surtout mûr pour une révélation publique. Voici venu le temps d'exprimer tout ce que je sais à propos du Reiki. Certains pensent que je le fais sous la pression incessante de mes auditeurs à ce sujet. La vérité est que le temps, les circonstances et les personnes présentes le rendent possible. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, ce que je vais raconter sera en opposition à leurs croyances anciennes. Pour d'autres, ce seront des révélations. Pour d'autres encore, ce sera la confirmation de ce qu'ils percevaient plus ou moins consciemment. J'apporte une contribution à l'histoire et à la pratique du Reiki, mais je ne possède pas la vérité et je vais raconter une histoire comme un fragment de la grande histoire. Il s'agit d'un éclairage parmi beaucoup d'autres. Je crois que l'histoire est faite à la fois de nombreuses petites histoires et des biographies de tous ceux qui y ont participé. Chacun y a contribué à sa façon et chaque historien éclaire l'histoire à sa façon. Il n'y a plus guère que quelques fanatiques religieux ou quelques matérialistes cartésiens doctrinaux pour croire à l'objectivité historique. Et oui, il s'agit bien de croyances. De mon point de vue, toutes les histoires sont vraies, même celles qui sont fausses. Comme celle inventée à propos du Reiki par Madame Takata, la propagatrice du Reiki en Occident. La raison en est qu'elles ont toutes un sens, une intention. Ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est capable de donner un sens aux actes qu'il pose. Toutes les mythologies et toutes les religions, même lorsqu'elles prétendent posséder seules la vérité, sont basées sur des histoires qui, à l'évidence, ne sont pas vraies, mais ont un sens et donnent un sens, tout en poursuivant un but. Ceci signifie que derrière les actions, il y a une intention posée par un être humain. Les animaux et les plantes n'ont pas cette liberté et subissent simplement l'intention de la vie organique sur Terre, la naissance, la croissance, la dégénérescence, la mort et la transmission de la vie. À aucun moment je ne prétends à l'objectivité, je ne pense pas non plus que mon point de vue soit plus juste qu'un autre, et je ne pense pas que ma pratique soit meilleure qu'une autre. En ce qui concerne les critiques qu'on me fera, je considère qu'elles sont toutes justes pour ceux qui les feront, et je ne remets pas en cause leur bonne foi, leur bonne volonté et leur bonne intention. L'un de mes buts est de permettre à davantage encore d'hommes et de femmes soit d'accéder à la pratique de la méthode, soit de profiter de ses bienfaits. Le nombre très important de personnes intéressées par l'initiation au premier degré me conforte dans la décision que j'ai prise après des années de réticence, pour des raisons que nous examinerons ultérieurement, d'accepter finalement de donner l'initiation. 200 personnes étaient présentes à l'initiation au premier degré au cours de laquelle de nombreux éléments de ce livre ont été transmis. Dans le domaine énergétique, le nombre important de participants n'est jamais un obstacle, au contraire, il est un grand avantage. C'est comme si de nombreuses parties de l'univers ou de l'humanité étaient réunies. Ce nombre important permet de représenter la multitude et la diversité des êtres humains. Et alors, la force peut être d'autant plus présente. Les chrétiens connaissent bien cette parole, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de la vérité, de l'amour, de la force, la vérité, l'amour, la force sont au milieu d'eux. Si le Reiki s'est propagé avec une telle ampleur ces quelques dernières décennies, c'est parce qu'il est facile à apprendre. Ce qui conduit aussi à une grande diversité dans les niveaux de qualité, et une des raisons pour lesquelles j'ai refusé longtemps de donner ce type de stage est que je considérais comme impossible d'enseigner le Reiki en 2 jours. Petit à petit, j'ai fini par accepter de relever ce défi. J'ai également rencontré un grand nombre d'hommes et de femmes qui avaient été initiés au premier degré du Reiki dans d'autres lignées. Et j'ai vu qu'un grand nombre d'entre eux étaient dans une dynamique sérieuse d'apprentissage et de pratique, avec un véritable amour de ce qu'ils avaient appris du Reiki. Première initiation, l'héritage chinois de mon grand-père. En 1964,
j'ai été initié à ce dont je comprendrai plus tard qu'il s'agissait du Reiki. Mon premier initiateur a été mon grand-père. Il était ce qu'on peut appeler un original, alchimiste, théosophe et grand voyageur devant l'éternel. L'expédition qui l'a le plus marqué fut celle qui fit en Chine, longtemps avant la révolution communiste. Au dire de tous ceux qui le connaissaient, il en revint transformé. Je dirais aujourd'hui transmuté, comme les alchimistes qui transmutent le plomb en or. Quand je fus en âge de comprendre, il me raconta sa rencontre avec un sage chinois, alchimiste taoïste, maître du Chan, zen en chinois, et du Chényen. Au lieu de voyager à travers toute la Chine comme il l'avait projeté, il s'installa auprès de celui qui devint son maître et fut initié au secret de la méditation et des arts célestes. C'était au début du siècle dernier. Mon grand-père, appartenant à un corps expéditionnaire militaire, passa donc quelques années en Chine. Il en rapporta, entre autres originalités que je décris dans d'autres livres, une pratique corporelle qu'il appelait Luyong et une technique de guérison, le Tao Ling Qi, Reiki japonais, qu'il pratiqua et enseigna pendant plus de 30 ans à tous ceux qui s'y intéressaient. Tao Ling Qi signifie la voie des 1000 blessures. Parfois, il l'appelait aussi Tao Toki. Maître Wang Zhenhui, un sage taoïste, patriarche du Chényen, une forme du bouddhisme tantrique très proche du bouddhisme tibétain Dongzhen et qui donna naissance au Shingon japonais, accepta mon grand-père comme élève et lui transmit au-delà de ses connaissances mystiques la science secrète Mitsung, Mikyo japonais, dont le maître disait qu'elle lui avait été transmise hors de sa propre lignée par un lama tibétain. Ce lama semblait ne pas être bouddhiste, mais appartenir à la très ancienne religion tibétaine, la religion Bon. Il venait de l'un des derniers monastères Bon du Tibet, où l'on enseignait ces pratiques corporelles, énergétiques et thérapeutiques. Le maître vivait au sommet d'une colline près d'une source d'eau, loin de toute habitation humaine. Toutes les quelques semaines, l'un ou l'autre de ses élèves était chargé de lui apporter de la farine grillée et du thé vert. Le maître en préparait une espèce de pâte qui lui servait de seule nourriture, parfois pendant plusieurs mois, en réalité pendant une retraite de 100 jours qu'on appelle la méditation de l'étoile du matin ou la méditation de Vénus. Il vivait dans une hutte qu'il avait construite lui-même, dans laquelle il dormait dans la position assise des ascètes taoïstes qui ne se couchent jamais, pas même pour dormir. Il y recevait également ses rares visiteurs. Pendant son séjour en Chine, mon grand-père accompagnait un autre élève chargé de porter la farine et le thé et dont le nom était Gyo Ho. Chaque fois, il restait pendant quelques jours auprès du maître, se nourrissait de la même façon que lui, passant leur temps à étudier et à méditer. Le maître interdisait de prendre des notes, car la transmission de son enseignement ne devait se faire qu'oralement. C'est d'ailleurs ainsi que mon grand-père me transmit toutes ses connaissances, hormis la liste des patriarches du Chényen et des 33 calligraphies chinoises. Une partie de ce qu'il enseignait est un ensemble d'exercices physiques et énergétiques de santé. J'apprendrai plus tard qu'il s'agit d'exercices tirés du Luyong Tao Toki, une science des mouvements, de la respiration et de l'énergie d'origine tibétaine. Mon grand-père avait l'habitude de pratiquer 2 fois par jour, juste après le lever et avant le coucher du soleil. Plus tard, j'en reconnaîtrai des éléments dans des exercices pratiqués dans le Qigong et le Neigong des Chinois, ainsi que dans le Kiko et le Reiki des Japonais. Selon mon grand-père, ces pratiques permettaient de conserver la santé physique ou de la retrouver. Elles agissaient également sur le cœur et l'esprit, débarrassant l'un de ses émotions négatives et conflictuelles, comme l'impatience, la jalousie, la peur, la haine, et l'autre de son avidité, sa vanité et son orgueil. Elle rendait l'homme sain dans son corps,
équilibré dans son âme et libre dans son esprit. Tout ceci grâce à la pratique régulière de ces mouvements, de la récitation des mantras et de certains textes philosophiques et des méditations qui les accompagnaient. Ces exercices permettent aux pratiquants d'être en contact avec l'énergie de manière beaucoup plus subtile et sensible. Ils constatent alors à quel point les émotions et les pensées sont soit des médicaments, soit des poisons, aussi bien pour la santé physique que pour la santé mentale. Ainsi, la sympathie, l'amour, la compassion favorisent la santé, tandis qu'une attitude égocentrée, la tristesse, la peur, la haine, favorisent la maladie. Retrouver la santé signifie par conséquent non seulement soigner son corps, mais encore apprendre à penser clairement et à ressentir avec sérénité et amour son entourage dans de bienveillantes relations aux autres. Mon grand-père ne pratiquait que 2 exercices respiratoires, me disant que d'autres exercices respiratoires étaient réservés à des pratiquants bien plus avancés. Il disait aussi qu'il fallait laisser la respiration aller librement et qu'ainsi la sagesse du corps l'adaptait naturellement aux exercices corporels. Il me raconta que le japonais Gyoho, qu'il considérait comme son grand frère, il avait 2 fois son âge, probablement plus de 40 ans, appartenait à la religion Tiantai, en japonais Tendai, très proche selon lui du Chenyen de maître Wang Zhenhui. Gyoho avait beaucoup voyagé pour se rendre auprès des maîtres spirituels de son époque, afin de comprendre la vie, de trouver le sens de sa vie et d'atteindre au plus vite l'illumination et la réalisation spirituelle. C'est lui qui enseigna à mon grand-père des rudiments d'arts martiaux, en particulier à manipuler épée et poignard. Il disait surtout de Gyoho qu'il avait des mains magiques, et que lorsqu'il l'avait soigné à 2 occasions pour une plaie et pour une fièvre, les effets en avaient été étonnants. La plaie s'était quasiment refermée sous ses yeux, sans laisser de cicatrices, et la fièvre, après avoir d'abord fortement augmenté, s'était évaporée comme par enchantement. Mon grand-père avait appris lui aussi cet art de l'imposition des mains que le maître appelait Taolinki, un art magique faisant partie des pratiques secrètes du Mikkyo, mais jamais il n'avait vu quelqu'un d'aussi doué que Gyoho. Maître Wang Zhenhui lui avait confié que lorsque Gyoho retournerait dans son pays, le Japon, il créerait une grande école de Taolinki dont les enseignements se répandraient dans le monde entier. Les personnes qui connaissent la vie et l'œuvre de Mikao Usui ne pourront comme moi que faire le lien entre Usui et Gyoho, le japonais. En effet, on sait aujourd'hui que Mikao Usui voyageait beaucoup, qu'il s'était rendu plusieurs fois en Chine et que certains lui attribuent parfois le nom de Gyoho. On sait aussi ce qu'il advint de la pratique du Taolinki lorsque les élèves de Mikao Usui, en particulier Madame Takata, se mirent à transmettre le Reiki de par le monde. Ceci ressemble étonnamment à la prophétie que maître Wang Zhenhui avait confiée à mon grand-père à propos de Gyoho, le japonais.